À l'ère du numérique, les entreprises se doivent d'évoluer au même titre que les juristes et les experts comptables. Nous allons donc aborder dans cette émission les grandes évolutions de ces professions avec le numérique. J'ai le plaisir donc de recevoir deux invités. Nathalie Metalinos, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate chez Bird & Bird, ancienne juriste au sein de la CNIL et ancienne juriste de banque, spécialisée dans la protection de données individuelles. Tout à fait. À vos côtés, Jérôme Haas, bonjour. Bonjour. Président de l'autorité des normes comptables. Première thématique de cette émission, les grands enjeux du numérique pour votre profession, en commençant par vous, Maître Metalinos. Comment le numérique a bouleversé la profession? Voilà, alors je vais plus vous parler sous l'angle de mon ancienne casquette de juriste d'entreprise. Et c'est vrai, côté entreprise, la révolution numérique est perçue comme un moyen d'anticiper le gap générationnel et d'être là finalement où ça se passe, de pouvoir aussi toucher des nouveaux clients, de toucher les jeunes générations et sans doute d'étendre aussi les capacités de développement de l'activité parce que finalement il n'y a plus de limite de lieu et d'espace. En même temps, c'est aussi perçu comme un moyen de permettre un certain nombre d'économies, d'échelle ou juste d'économies en termes de coûts de production. Très bien. Voilà. Monsieur Haas, l'enjeu de la profession, c'est évidemment la simplification. Première question, c'est pourquoi simplifier? Pouvez-vous nous dire? Oui, vous avez raison. Il y a un thème dans mon métier qui est de fabriquer des normes comptables pour les entreprises qui les respectent quand elles font leurs comptes. Il y a un thème à la mode, c'est celui de la simplification. Et c'est plus qu'une mode, c'est à juste titre. Il faut, notamment pour les entreprises les plus petites, que les règles qu'on leur donne à respecter soient simples. Alors on est allé très très loin dans la simplification, et tellement loin qu'on a même pensé à un moment donné supprimer toute norme, comme ça il n'y en aurait plus du tout. On a atteint l'extrême de la simplification. Donc vous voyez, on est allé au bout pour ce qui est de simplifier le contenu. Et maintenant, on entre peut-être dans une autre forme de simplification. On peut simplifier autrement. Et une des manières de simplifier, bien sûr, c'est peut-être d'offrir l'accès à ces normes par Internet ou de manière dématérialisée, mais ça c'est un peu élémentaire. On peut aller beaucoup plus loin en permettant aux entreprises de produire leurs comptes de manière dématérialisée. Et en fait, quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'une source de complexité est peut-être dans le fait que les entreprises ne produisent pas seulement leurs comptes, mais aussi beaucoup d'autres informations. Et l'idée de pouvoir les rassembler quelque part, toutes ces informations, les stocker quelque part, les rendre accessibles sous des tas de contraintes naturellement de sécurité dans un même endroit, ça c'est peut-être une idée très forte, très prometteuse d'une espèce de nouvelle frontière de la simplification concrète, réelle pour les entreprises. Justement, c'est la question que je vais lui poser, c'est l'impact du numérique, justement, c'est ce qui permet justement d'accélérer, d'aller dans le plus de simplification? Oui, si on arrive, parce qu'on aura dématérialisé beaucoup de données, à mettre tout ce qui intéresse une entreprise au même endroit, accessible par tous ceux qui doivent y avoir accès, de manière sélective, mais en permettant à l'entreprise de n'avoir qu'une seule procédure, un seul mode de gestion de ce qu'on appelle quelquefois le coffre-fort électronique. Bien entendu, je suis sûr que pour l'entreprise à coup sûr, mais aussi pour tous les utilisateurs, on aura beaucoup simplifié les choses. Et naturellement, on en parlera, mais ça ne peut se faire que en respectant beaucoup de conditions de sécurité, juridiques, pratiques, matérielles et de toutes sortes. Très bien. On va maintenant parler de l'évolution à venir désormais de vos professions avec le numérique. Maître Metalinos, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir pour les juristes d'entreprise en tout cas? Voilà, en tout cas, je pense qu'on est déjà dans cet avenir en réalité, puisque le numérique dans l'entreprise est présent à 100%. C'est la dématérialisation non seulement de l'outil de travail, mais du travail par la distanciation par rapport au lieu de travail et le télétravail. Je pense que ça va être une explosion et aussi une évolution sociologique de la façon de concevoir le travail et même le rapport du lien de subordination, en tout cas, qui ne va pas s'assimiler à une présence physique
dans l'entreprise. Et c'est vrai que le numérique apporte aussi de nouveaux outils collaboratifs qui permettent de travailler avec des personnes avec qui vous n'auriez pas pu travailler auparavant, tout simplement parce qu'elles se situent à l'autre bout du monde et que les canaux classiques ne permettaient pas une interaction et ce travail collaboratif. Donc là aussi, ça change la distance et le lieu occupationnel, je dirais, au sein de l'entreprise. Également un point sur la mobilité, on peut être beaucoup plus mobile. Puisque je dirais que l'aspect simplification et l'idée qui était évoquée de tout rassembler au même endroit et de le rendre accessible est vrai, bien évidemment, que ce soit pour les salariés d'une entreprise, les juristes ou les clients. C'est un peu une notion de portabilité des données, c'est-à-dire où que je sois, je peux accéder à tout le patrimoine informationnel dont j'ai besoin pour exercer mon activité. Donc c'est vrai que mais cette révolution-là est déjà là en réalité. Hein, donc, Jérôme Haas, la question qu'il se pose également, c'est la question des risques, évidemment. Quand on parle de coffre-fort, on voit bien où se situe le risque. Quel est votre avis sur ce sujet ? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, que l'informatisation ou la numérisation est là. Et donc, maintenant, ce que nous avons devant nous, c'est la gestion de ce processus de façon sûre. Et il y a, par exemple, 2 dangers et un défaut sur lequel je veux attirer l'attention. Un premier danger, je vais très vite, c'est que dès lors que, et cette fois je parle des grandes entreprises et de projets qui existent, vous pourriez produire vos comptes pour le public cette fois, et donc effectivement sans passer par un coffre-fort, mais en rendant les données accessibles à tout le monde, mais parce que vous êtes une entreprise dont l'obligation juridique est de rendre vos comptes accessibles à tout le monde. Mais si vous les produisez, vos comptes, en respectant certains protocoles, celui qui produit le protocole a un pouvoir démesuré. Qui produit le protocole ? Moi, je voudrais que ce soit nous, l'autorité des normes comptables, par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres privées, plus ou moins contrôlées, très internationales, et on ne sait pas très bien qui les établit. Un vrai danger, je dirais, de manipulation des cadres suivant lesquels les entreprises risquent d'être contraintes à produire leurs comptes. Or, le cadre est absolument fondamental. C'est du droit. Premier point de vigilance. Premier point de vigilance. Second point de vigilance, je vais plus vite. Si vos données sont publiques sur des outils numérisés, il faut être absolument sûr des droits que vous donnez à ceux qui les consultent. Il y a aujourd'hui des craintes de la part des plus grandes entreprises que, parce que cet outil serait très sophistiqué et qui vous permet de faire des additions, des multiplications à vous, utilisateurs, en utilisant les données de l'entreprise, vous pourriez, pour aller vite, reconstituer les comptes sous une autre forme que celle que l'entreprise a voulu. Et là, dans un domaine extraordinairement régi par le droit, où la responsabilité des entreprises et de tout le monde est en cause, vous ne pouvez pas vous amuser à ça. Et donc, il faut des règles, un contrôle, y compris à l'intérieur même des logiciels, dont des autorités publiques donnent l'assurance à tous qu'ils sont bien établis. Et très rapidement, un défaut sur lequel je voulais insister, et je prendrai pour l'illustrer vraiment l'exemple de ce qui est notre métier. Ce qui est notre métier, c'est de faire des normes, et de faire des normes qui soient naturellement bénies au regard de l'intérêt général avant d'être produites et publiées au journal officiel. Mais avant ça, il faut qu'elles reflètent vraiment ce qu'est la réalité des pratiques. Pour voir ce qu'est la réalité d'une pratique, il n'y a qu'une seule façon de faire. Prendre une table comme celle-ci, mettre tous les gens autour et les laisser parler, les écouter, les entendre et comprendre. Vous ne pouvez pas le faire ça de manière, par téléconférence. Vous ne pouvez le faire qu'avec une table, avec des vrais gens sur des vraies chaises qui se disent des vraies choses pour qu'on comprenne vraiment ce qu'ils ont à dire. Et ça, je crois qu'aucun logiciel ne nous permettra de le faire, sinon vraiment on ne servira plus à rien du tout. On n'a pas encore trouvé la solution à cette Et j'espère qu'on ne la trouvera pas. J'espère qu'on ne la trouvera pas. Il faut que ça reste de la facture humaine. Très bien. Comme vous, on ne va pas vous remplacer par un robot. Ah, mais j'espère pas. Voilà. Dernière question, dernier thème sur les réseaux sociaux. C'est une thématique sur laquelle vous êtes experte, et la protection de données. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les règles applicables aux réseaux sociaux professionnels en entreprise et la question de la gestion de la vie privée en parallèle? Voilà, donc bien les réseaux sociaux, les règles qui s'appliquent à ces réseaux sociaux sont les mêmes
que les règles applicables à tout traitement de données à caractère personnel. Donc on a un cadre européen qui est transposé en droit français, qui est la réglementation en matière de protection des données personnelles et de la vie privée. Donc à partir de là, la mise en place d'un réseau social professionnel, qu'il soit interne à l'entreprise ou appelé à interagir avec l'extérieur, mais dans le monde professionnel, va devoir respecter ces règles-là. Alors quelles sont-elles? Premier point, c'est le principe de finalité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir écrire et savoir pourquoi, quel est l'objectif du réseau professionnel. Est-ce que c'est juste améliorer la communication entre les salariés? Est-ce que c'est la mise en place d'espaces de travail collaboratifs? Parce qu'en fait, en fonction de la finalité que l'on attache, vont être déclinés les autres règles et principes, non seulement de la protection des données à caractère personnel, mais également du Code du travail, puisqu'on est dans le mode de l'entreprise, voire de la réglementation en matière de communication électronique. Deuxième grand principe, c'est un principe qui est commun au droit du travail et à la protection des données personnelles, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que les données qu'on va demander aux salariés de fournir pour alimenter son profil vont devoir être adaptées, pertinentes par rapport au but du réseau social. Si par exemple l'outil est un espace de travail collaboratif dans lequel on ne va échanger que pour les besoins professionnels, le profil ne devra pas comporter d'éléments relatifs à la vie privée. Si la personne est mariée ou autre, etc., c'est hors sujet. Pareil par rapport à ce principe de proportionnalité, il faut faire très attention aux fonctionnalités natives des outils qui sont souvent fabriqués ailleurs qu'en France et souvent aux États-Unis et qui, par exemple, comportent automatiquement un lien vers le profil Facebook. Alors, si vous êtes dans un réseau social interne d'entreprise, ce lien n'est pas pertinent. Il doit être désactivé. Donc, il y a tout ce travail, je dirais, d'adaptation des logiciels qu'on va utiliser pour être conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel. Autre volet sur lequel il faut particulièrement veiller, c'est les droits des personnes. Il se décline, il y a plusieurs aspects en fait. Il y a d'abord l'information, ce sont des salariés. Donc le Code du travail et la loi informatique et liberté prévoient une information très très claire sur le dispositif, ses finalités, ses destinataires et les possibilités d'exercer leurs droits d'accès aux données, mais de suppression aussi. De la même façon, comme c'est un dispositif qui est susceptible de permettre le contrôle d'activité des salariés ou en tout cas qui impacte l'exercice de l'activité professionnelle, c'est la consultation des instances représentatives du personnel qui est aussi nécessaire avant la mise en place de ce type d'outils. Enfin, autre obligation, on parle beaucoup du droit à l'oubli aujourd'hui, mais peu de gens savent ce que cela recoupe exactement. En matière de réseau social, cela veut dire que, par exemple, si un compte est inactif, un salarié qui sera en congé longue maladie par exemple, il faut désactiver le compte. Il n'y a aucune raison que toutes les informations qu'il donnait, surtout si c'était un réseau social plutôt orienté communication, vie privée, etc., pour ne plus rendre ces informations disponibles. Et pareil, au départ du salarié, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des productions et des postes du salarié sur le réseau. Le principe voudrait qu'on les anonymise, puisque normalement, l'identité de l'auteur, en tout cas par rapport à la communauté, n'est plus nécessaire. On peut concevoir que l'entreprise doit peut-être garder pour des questions de traçabilité la fabrication, mais voilà, donc il y a toute une série de questions à se poser. Et bien sûr, dernière formalité aujourd'hui qui existe encore, c'est les formalités auprès de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Donc il y a tout un cadre, je dirais, et une série de questions à se poser. Pour revenir sur un point que vous avez évoqué, les données qui sont publiquement affichées et accessibles sur un réseau social, est-ce qu'elles peuvent être utilisées à des fins commerciales ou par un employeur, par exemple? Alors là, on passe un peu plus sur est-ce que moi, employeur, ou est-ce que moi, entreprise, je peux aller librement faire mon marché sur les réseaux sociaux. Donc là encore, on va avoir les mêmes règles qui vont s'appliquer. Et la principale règle là qui va s'appliquer, c'est le principe de loyauté de la collecte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter des données personnelles sans que cette personne en ait été préalablement informée et pour qu'elle puisse s'y opposer. Et en droit du travail, par exemple sur les candidats, il y a un principe de loyauté de la collecte qui se traduit qu'on ne peut pas collecter des informations sur les candidats à l'insu des candidats, par des procédés déloyaux. Donc si un employeur, par exemple, va collecter des profils Facebook de futurs candidats sans les avoir informés, et surtout en allant collecter des informations qui sont sans rapport avec l'évaluation des compétences professionnelles, eh bien là, on viole deux principes. C'est le principe de loyauté de la collecte, mais aussi le principe de finalité. On se livre à un détournement de finalité. Donc là, il y a effectivement des limites très claires par rapport à l'employeur. Et du côté des entreprises, pareil, ce principe de loyauté, il y a maintenant une jurisprudence de la Cour de cassation et une récente décision de sanction de la Commission nationale informatique et liberté qui ont condamné tous ces principes d'aspiration de robots mail ou de crawling sur Internet. Une information disponible, ça ne veut pas dire qu'elle est libre de droit, on le sait beaucoup en droit d'auteur, mais c'est vrai aussi par rapport aux données personnelles. Donc là encore, ça ne peut pas se faire librement. Alors, ça ne veut pas dire que tout est interdit, mais proportionnalité et attention. Très bien.
Dernier mot pour conclure cette table ronde. Qu'est-ce qu'un professionnel digital selon vous, Jérôme Haas? C'est un individu, j'imagine qu'il soit un professionnel ou pas, mais qui fait une utilisation, pour reprendre votre expression, proportionnée des moyens numériques que la technologie lui offre. C'est-à-dire, je crois qu'il les utilise. Et qui les utilise complètement, parce que je vous écoutais, j'imagine qu'au-delà du droit, il y a un peu d'hypocrisie, pardon. La vérité, c'est qu'on va sur des moteurs de recherche en accès disponible, par exemple, on va trouver des données, on les utilise. Donc, vraisemblablement, il y a une fluidité du monde numérique qui est tout de même, qu'il est difficile d'arrêter et de réglementer par des règles de droit. Mais enfin bon, il utilise autant qu'il peut, mais pas au-delà, naturellement, de ce qui est permis par la loi, mais surtout, pas au-delà de ce qui remplacerait son jugement, vous avez parlé de professionnel, son jugement, ses capacités, sa compétence et sa personnalité, par ce qu'est au fond la technologie numérique, c'est-à-dire une mécanisation dématérialisée. Vous ne voyez pas le robot, mais c'est pareil, une pure mécanisation de certaines activités. Il faut mécaniser certaines activités, il ne faut surtout pas mécaniser certaines autres, et notamment le jugement, c'est ça qu'il faut conserver. Très bien. Même question, en 2 mots. Alors, le professionnel digital aujourd'hui, je pense que c'est d'abord aussi celui qui sait gérer son image sur tous ces créneaux de communication. Donc, il faut qu'il devienne un gros communicant, voire qu'il se fasse assister. C'est aussi celui qui sait utiliser ces technologies, je dirais, pour l'aider. Et là, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit, et pas pour le remplacer. C'est-à-dire que c'est une extension, mais pas un remplacement. Et je pense ensuite que le professionnel digital aujourd'hui doit avoir une déontologie du digital. Pour justement concilier tout ce que permettent les nouvelles technologies, mais les limites qu'on doit se fixer. Très bien. Je vous remercie pour ces réponses.